Bonsoir à tous et sans plus attendre, on va commencer. Donc je dois excuser 5 élus pour commencer. Donc il y a Nathalie Gétrois qui a laissé un pouvoir à Nathalie Papetta, Alexandre Gaucher qui laisse un pouvoir à Jean-Louis Véronique, Jannick Gabillet qui laisse à Arnaud, Véronique Sabourdi qui le laisse à Marilyn, et puis Martine Jarry qui me laisse son pouvoir pour ce conseil municipal. Voilà, et donc tous les autres, vous êtes présents, merci beaucoup. Notamment pour faire un conseil municipal après un week-end qui a été particulièrement chargé, donc un double merci et pour ce week-end et pour être présent aussi ce soir. Alors on va commencer par l'approbation du PV de la réunion de conseil municipal donc, qui a eu lieu le 12 septembre, que vous avez tous reçu par mail en même temps que la convocation. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Aucune. Donc, concernant ce PV, est-ce que certains d'entre vous s'abstiennent? Vote contre? Qu'il est validé à l'unanimité. Merci. Alors, on va prendre le point 2, donc, qui concerne les décisions du maire. Vous avez le tableau, comme à chaque conseil municipal, des différents devis, décisions qui ont été prises. Alors, premier devis, donc ça concerne la Socotec pour des vérifications des installations électriques, notamment pour qu'il y ait des levées d'observation possibles concernant les bâtiments communaux, donc pour un montant de 640 €. C'est des vérifications qu'on a faites notamment dans le cadre du marché des assurances. Vous savez qu'au dernier conseil municipal, on avait relancé le marché pour les assurances. Puisque notre contrat d'assurance arrive à échéance à la fin décembre. Donc il fallait relancer le marché et dans le cadre de ce nouveau marché, il était important de faire plusieurs petits travaux. Ensuite, donc un devis à l'entreprise CEFI pour un ordinateur portable, 1337 €, il me semble que c'est l'ordinateur de la médiathèque. Achat de plaques aussi, des numéros de rue, 8 plaques qui ont été achetées, 87,72 €. Un complément de vaisselle pour la cantine de la Chapelle Carreau à Comptoir de Bretagne pour un montant de 211 €. Représentation de la fanfare à One, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, Philippe. Bon, pour le samedi 21 décembre, au Pharaon. Ah oui, ça fait la fanfare à rond. Je n'avais pas tilté sur le jeu de mots. Bon. Donc, pour un montant de 500 €. Un devis Intersport aussi pour l'achat d'une paire de luttes à lui avec filet et jeu de 4 fourreaux pour le stade de Tréano. Le but était présenter des dangers. Donc on a racheté aussi pour un montant de 1875 €. Bon de commande qui a été passé à la société GSIM, c'est pour la procédure de reprise de concession en état d'abandon au cimetière du Roc, donc pour un montant d'un peu plus de 4000 €. C'est exactement la même procédure qui va être enclenchée que celle qu'il y a eu pour le cimetière à la Chapelle Carreau et qui a permis d'identifier certaines tombes en état d'abandon et donc de les récupérer. Alors à l'ATS 56, il y a une location de matériel de projection et de sonorisation dans le cadre du mois du DOC. Vous savez qu'il y a 2 représentations le 14 et le 15 novembre prochain, avec 2 films qui seront projetés à la salle du Val-Chevrier. Des semences pour prairies fleuries, près d'Hortalis, on passe d'un devis à un autre, sans transition. Donc pour 207 €, concert d'un groupe Rodaviva pour un spectacle à la médiathèque qui aura lieu le 28 février, donc 900 €. Location de 10 tables manche debout et de 300 flûtes, c'était pour la cérémonie qu'on a organisée pour Lauriane Foulon le week-end dernier, donc auprès d'ATS 56, 227 €. Des travaux d'isolation de la mairie à la Chapelle Carreau pour un montant de 7000 €. Donc on a confié avec Emeraude Père et Fils. Vous avez tous vu qu'il y a des travaux de charpente, des ardoises sont en travaux, enfin tout le toit de la mairie à la Chapelle Carreau. Et quand l'entreprise Emeraude était sur place, ils se sont rendu compte aussi qu'il y avait un gros problème d'isolation et qu'il fallait la faire en même temps, sinon ça aurait été compliqué.
Donc voilà, on avait validé avec Corinne et puis Pierre. Je te coupe. Oui, vas-y C'est Marcel. même pas compliqué, c'est impossible après. Voilà, donc il fallait absolument les faire en même temps, mais c'est vrai que c'était des choses qui n'avaient pas été vues avant. Oui, alors oui, mais ça on l'avait déjà évoqué. C'est vrai que les travaux de toiture avaient pris du retard par rapport au nid d'hirondelle. Voilà. C'est la même boîte qui fait l'isolation? Oui. C'est l'entreprise Emerald aussi, donc qui a poursuivi en fait. Voilà. Et donc on a racheté effectivement 2 nids d'hirondelles qui seront positionnés même en France. Voilà, on a eu une dérogation de des TPM pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que c'était des travaux qui étaient nécessaires et qui étaient attendus depuis longtemps. Alors il y a un devis aussi à l'entreprise Théo pour du balayage, donc qui aura lieu le 28 novembre sur la commune du Roc. Des réparations près de Brunel, Christophe, des travaux sur des réparations plutôt sur une débroussailleuse. Location de matériel aussi et location de projecteurs déco auprès de Click Event 56, donc c'est Benjamin Overlot. C'était aussi dans le cadre de la cérémonie de dimanche dernier. Bulletin de réabonnement, plusieurs bulletins qui sont pour la médiathèque. Les travaux de remplacement du programmateur de cloche avec l'église Nicodème de Pouilly auprès de l'entreprise Massé, 2357 €. Commande de 200 gobelets réutilisables auprès de l'atelier sérigraphique. C'était aussi pas une somme importante, c'est 188 €, mais c'était aussi une demande qui datait quand même. Depuis un moment qu'on puisse au moins avoir des gobelets qu'on puisse réutiliser au logo de la commune de Val d'Oustave. D'achat de plusieurs panneaux d'achat, alors je ne sais pas exactement, je ne sais pas si Jean-Paul, tu... Je pense que c'est des panneaux de signalisation qu'on commande régulièrement pour remplacer ceux qui sont plus aux normes. Donc la commande a été passée aussi auprès de Signaux Giraud. Une somme plus importante auprès de Philippe Ponchelin, donc pour le remplacement de volets roulants à la maison médicale de la Chapelle-Carreau. Vous voyez que c'est un total de 16 153. Alors de mémoire, il y a 27 volets roulants. Voilà, la demande elle était aussi récurrente. Voilà, cet été, il y a eu aussi des pics de chaleur assez importants et les conditions de travail sont difficiles quand il n'y a pas une bonne isolation. Il n'y en a pas aujourd'hui? Non. C'est pas un remplacement. C'est pas un remplacement. Non, c'est pas un remplacement, on va mettre les volets roulants. Oui, pardon. On passe aussi sans transition à l'achat de ponchos pour les agents du service périscolaire. C'était une demande aussi des agents. Les vestes qu'elles ont ne sont pas suffisantes en cas de pluie, et même si les trajets ne sont pas très longs, quand il pleut, c'est pas agréable d'arriver au travail avec les enfants après bien trempés. Et puis dernière décision, donc l'édition des brèves qui vont arriver vendredi. Donc elles seront à distribuer vendredi. Le week-end. Et donc 846 €. Voilà. Pour la lecture de ces différentes décisions, est-ce que vous avez des questions? Donc il y en a beaucoup, plusieurs quand même à chaque fois. On continue. Alors on va passer au point 3, qui est un point extrêmement important, parce que c'est l'attribution des lots du marché de travaux pour la construction du patio, donc du pôle culturel et associatif. Alors je ne vais pas passer tout de suite au tableau avec les entreprises, je vais juste rappeler la façon dont s'est déroulée la consultation des entreprises et des assurances. Vous avez aussi le document, on l'avait lu en partie au dernier conseil municipal, mais là ça a été réactualisé. Donc pour rappel, on avait fait 2 mises en ligne pour la consultation. Pour le lot numéro 1, donc tout ce qui concerne la démolition du presbytère, les désamiantages,
qui a été mis en ligne le 28 juin, et puis les lots de 2 à 16 qui avaient été mis en ligne le 19 juillet, avec une date limite de remise des offres pour le lundi 23 septembre. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a eu l'ouverture des prix et l'analyse des candidatures et des différentes offres. Donc, première étape, analyse des dossiers, questions et demandes de compléments aux entreprises. C'est ce qui a eu lieu du 23 au 30 septembre. Les entreprises ont répondu et puis les analyses complémentaires ont été faites du 1er au 4 octobre. Et ensuite, il y a eu la rédaction du rapport d'analyse des offres et la préparation de la commission des marchés du 7 au 11 octobre. On a réuni pour la première fois la commission des marchés le 14 octobre. À cette première commission des marchés, il y avait Martine qui était là, Marcel et puis Pierrette, qui sont les 3 élus titulaires de cette commission des marchés. On avait listé, on avait lu en détail toutes les différentes entreprises avec des offres qui avaient été faites. Sur la commission, on s'était mis d'accord sur des négociations qui étaient encore possibles avec certaines des entreprises. Donc entre le 14 octobre et puis la deuxième commission des marchés, donc le 21 octobre, une semaine après. Donc ça c'était lundi dernier. Les entreprises avaient répondu, celles qui avaient été re-questionnées dans le cadre de la négociation, ont répondu. Et donc la commission d'appel d'offres, cette fois-ci, était composée de Evelyne, de Pierre et de Pierrette, puisqu'il y avait d'autres titulaires qui étaient absents. Voilà. Et Evelyne et Pierre sont aussi des suppléants. Et donc suite à cette deuxième commission d'appel d'offres, eh bien, on va vous proposer d'attribuer les lots aux entreprises dans le tableau que vous avez derrière. Avant ça, donc, on va logiquement attribuer les marchés. Il y aura une information des candidats non retenus du 28 octobre au 2 novembre. On doit notifier les marchés de travaux le 15 novembre et faire la déclaration d'ouverture de chantier le 15 novembre. Concernant le marché des assureurs, ce sera aussi à partir du 15 novembre. Pour rappel, on a affiché le permis de construire, donc aussi permis de démolir, le 13 septembre et donc jusqu'au 14 novembre. Il y a les 2 mois de délai, ce qu'on appelle une purge en fait. Les 2 mois où des personnes peuvent faire un recours contre ce permis. Donc voilà, c'est pour ça que par prudence, on ne notifiera les marchés de travaux que le 15 novembre. On ne va pas prendre le risque de notifier avant et qu'il y ait un recours dans les derniers jours. Voilà. Et vous avez après, mais il me semble que ça figurait déjà lors du dernier conseil, pour le lot 1, le désamiantage et le curage, les dates qui, à ce jour, n'ont pas changé. Donc la préparation du chantier qui aura lieu du 22 novembre au 20 décembre, le désamiantage du 6 janvier au 28 janvier, la démolition du 21 janvier au 5 février, et ensuite le curage du 5 février au 10 février. Et ensuite, on pourra lancer le reste on va lancer la construction. Est-ce que sur la trame, là, les étapes, c'est clair pour tout le monde? Donc, on va passer à la deuxième page, là, au tableau. Donc, à part les élus qui font partie de la CAO, vous découvrez aussi les autres, ces différentes entreprises. Alors, je ne vais pas lire tous les chiffres dans toutes les colonnes. Vous voyez qu'il y a les 16 lots qui sont représentés. Vous avez dans la première colonne l'estimation qui avait été faite par Morbihan Habitat et par l'architecte au mois de juillet avant de lancer les offres. Donc ça, c'est l'estimation qui est faite. Ensuite, dans l'autre colonne, vous avez les entreprises auxquelles on va proposer d'attribuer le marché. Vous avez les offres mieux-disantes après question et l'offre la mieux-disante après négociation. Donc je vais passer directement à la colonne après négociation. Et ensuite, vous avez dans la dernière colonne, et ça peut être intéressant aussi à voir,
les écarts qu'il y avait entre l'offre qui a été faite par l'entreprise et l'estimation qui avait été faite. Et vous verrez que dans l'enveloppe globale, l'écart est relativement faible entre l'estimation et l'offre. Cependant, dans certains lots, l'offre est peut être soit supérieure, soit très inférieure à l'estimation. Voilà. Alors les architectes nous ont dit pendant la commission que peut-être eux-mêmes avaient peut-être sous-estimé certains travaux et puis surestimé d'autres. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est qu'on arrive à un écart qui est vraiment minime sur la fin. Voilà. Donc je vous propose de lire les différents lots, de vous donner le nom de l'entreprise auquel on propose d'attribuer le marché et puis le montant. D'accord? Et puis après, si vous avez des questions, on pourra en discuter. Donc pour le lot numéro 1, donc, curage, démolition, désamiantage, il serait attribué à la SAS Le Pellevé pour un montant hors taxe de 49 982 €. Pour le lot 2, VRD, espace extérieur, il serait attribué à Brocéliande TP pour un montant de 90 000 €. Lot numéro 3, démolition gros œuvres, le Chêne Construction, donc NGE, pour un montant total de 280 000 €. Ça fait partie, par exemple, là, l'estimation avait été très haute par rapport à l'offre qui a été faite par l'entreprise. Pour la charpente, donc, ce serait attribué à la Maison du Bois pour un montant de 109 962,80 €. La couverture, donc à Art Toiture, pour un montant de 126 618,41 €. On arrive au lot numéro 6, façade. Vous voyez que c'est marqué estimation et c'est en rouge. Tout simplement parce que ce lot-là a été, ce qu'on dit, infructueux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entreprise qui n'a répondu pour ce lot. Donc pour faire le global, on garde l'estimation qui avait été faite par l'architecte, c'est-à-dire de 134 600 €. Il y a des discussions qui sont en cours par Morbihan Habitat et les architectes pour savoir si éventuellement le Chêne Construction, là, qu'il y a eu la maçonnerie pourrait aussi prendre ce lot, mais pour l'instant il n'y avait pas eu de réponse, c'est ce qu'ils nous ont dit lundi. Et puis si jamais ils ne répondaient pas, eh bien on pourrait de notre côté lancer un appel d'offres voilà, concernant juste l'eau. En tout cas, ça n'empêche pas d'attribuer le reste des lots. Voilà, heureusement que ce n'est pas par ce lot-là que démarre le... Voilà. Ceci dit, il faudra quand même attribuer à une entreprise à un moment ou à un autre ce lot, ce lot façade. Il y avait eu des dossiers de retrait quand même pour ce... Oui, si, quand même. il y en avait eu. Donc ils ont aussi rappelé les entreprises qui avaient retiré le dossier. Il faut savoir que c'est quand même une spécialité dans la maçonnerie, et qu'il y a beaucoup d'artisans, donc les dossiers là, ça leur fait peur. Oui, c'est un gros dossier pour... Donc on a bon espoir, j'espère qu'on le saura le plus tôt possible, ça, on aurait préféré l'attribuer en même temps que les autres. Et c'est les enduits ou c'est les barbelés? Les enduits. C'est les enduits. enduits. Oui. Pour le lot numéro 7, donc menuiserie extérieure, murs, rideaux, serrurerie, donc ça serait attribué à la SARL de la Lande pour un montant de 199 500 €. Les cloisons doublage faux plafond, c'est lot numéro 8, attribué à l'entreprise Picard, 244 000 €. Menuiserie intérieure, attribuée aussi à la SARL de la Lande pour un montant de 97 000 €. Pour le mobilier, à la SARL de la Lande aussi pour un montant de 32 500 €. La tribune télescopique à l'entreprise Hugon, un montant de 55 000 €. La tribune
télescopique, c'est Les gradins. les gradins. Ce sont les gradins. Et c'est la seule entreprise qui est vraiment hors du territoire, puisque c'est une entreprise du Lot. Et c'est la seule qui avait répondu. Les autres entreprises sont vraiment locales. Le revêtement de sol et faïence, donc à la SARL Lebel et Associés, pour un montant de 56 754,25 €. Peinture, revêtement muraux, nettoyage de chantier à Golf Peinture, pour un montant de 19 069,80 €. Le lot numéro 14 CVC Plomberie à l'entreprise sanitaire, pour un montant de 259 686,25 €. L'électricité, lot numéro 15, à la SARL Christophe Nico, pour un montant de 99 356,99 €. Et puis les espaces extérieurs à UDVRD, pour un montant de 24 738,50 €. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tableau, donc avec une estimation, vous voyez dans la première colonne, un montant total du marché hors taxe. Alors avec TSE, c'est ce qu'on avait demandé de rajouter dans le patio, hein, c'était des bancs en extérieur. Donc en tout cas, l'estimation qui avait été faite par les architectes, elle était d'1 849 981 €. Et on arrive dans l'attribution des marchés après négociation à un montant d'1 884 575,07 €. Soit une différence, un écart de 1,87% au-dessus de l'estimation. Donc a priori, c'est quelque chose qui est vraiment, conforme, mais avec cette petite particularité, c'est qu'à l'intérieur de certains lots, il y a des écarts importants. Il faut se compter sur les menuiseries intérieures. Et là, c'est pareil, il y avait eu plusieurs dossiers sur les lots et ils étaient tous dans ces prix-là. Ouais. Après, il y a des travaux qui ont été basculés d'un lot dans l'autre. Pour une menuiserie. Oui. Okay. C'est pour ça qu'il y a des changements. La menuiserie, Ouais. Non, parce qu'effectivement, tu poses la question, parce que le lot 10, là, le mobilier, on est passé, dans le lot 9, voilà, on est passé après négociation à une somme plus importante, donc effectivement, ça pose problème, mais c'est parce qu'il y a des choses qui ont basculé, c'est Olivier d'un poste à un autre. Et pour les espaces extérieurs, il y a deux entreprises. Brocéliande TP et IDVRD. C'est pour le VRD, là, le lot numéro 2. Alors que pour IDVRD, c'est juste de l'aménagement paysager. Le premier, c'est les réseaux. C'est les réseaux. Ouais. Ah oui, ouais. Je pensais à la Brocéliande TP. Non, c'est Brocéliande TP. Alors, on a le détail de toutes les analyses, c'est un dossier d'une centaine de pages avec toutes les entreprises qui ont répondu, les analyses, les comparaisons. Alors, on avait passé 2 heures quand même, la première CAO, un peu plus d'1 heure la dernière fois aussi pour revenir sur les entreprises qui avaient été négociées. Voilà, je ne sais pas si ceux qui étaient présents en CAO peuvent dire un mot. C'est assez ardu quand même. Hein. C'est intéressant, c'est vrai. Mais on est toujours surpris de voir des écarts aussi de prix entre des entreprises qui répondent à la même consigne, au même cahier des charges et qui ont des offres très différentes. En fait, c'est important d'avoir des personnes qui analysent, qui comparent toutes ces offres-là avec un regard très technique, parce que ce n'est pas non plus que l'aspect financier qui est pris en compte. Hein. Voilà, j'ai avec une bonne connaissance aussi des entreprises. Et pour la majorité, ce sont des entreprises de loin,
Alors, je l'ai dit tout à l'heure qu'on avait l'entreprise Hugon là, pour les gradins rétractables qui venait du Lot. Là. Les autres, c'est vraiment Bretagne. Ah oui, je crois même pas qu'il y en ait une autre en dehors de la Bretagne. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'avant de l'attribuer, quand même, il faut qu'on soit d'accord sur quelque chose d'important, puisqu'on a suivi, puis on avait discuté l'autre jour en commission des finances de notre PPI. On a aussi fait un tableau pour nos plans d'investissement de 2023 à 2027. Donc le PASSIO fait partie des gros projets, enfin du gros projet dans ce plan pluriannuel, avec des financements qui ont commencé, parce qu'on a déjà payé une somme assez importante à Morbihan Habitat, aux architectes. Voilà, plusieurs sommes qui sont bien engagées. Ça va s'échelonner logiquement dans le plan de financement. Ce PASSIO-là, on le finance sans avoir recours à l'emprunt, avec les subventions et puis avec de l'autofinancement communal. On a pour l'instant obtenu les subventions de la DRAC. On a aussi obtenu les subventions de la région. Et puis, on en attend aussi, on doit demander l'aide au département dans le cadre du PST, le programme de solidarité territoriale, qu'on doit demander là, de déposer le dossier au mois de novembre. Et on avait bien dit depuis le départ qu'on allait consacrer tout le PST pour les années 2025, 2026, 2027 sur ce projet, en demandant vraiment le plafond, donc ce qui se correspondait quand même à une somme de 150 000 € annuels. Donc au total, 450 000 pour ce projet-là. Sachant que dans le même temps, la DRAC nous finance à 480 000 € et qu'on a obtenu 100 000 € de la région. Je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention du président du département ce week-end. Il était à l'Assemblée des maires à Pluvigné. Et donc, dans son intervention, il a fait part des difficultés financières auxquelles était confronté le département. Le département, on sait tous, a des compétences obligatoires, notamment les compétences en matière sociale, et puis d'autres compétences aussi, les collèges, les routes départementales, enfin, voilà, des compétences qui sont obligatoires sur lesquelles on ne peut pas revenir. Par contre, il y a d'autres aides que les départements du Morbihan ont attribuées, mais qui vont être en débat, en tout cas, à l'Assemblée départementale le 8 novembre prochain. Mais le président du département a déjà annoncé au Congrès des maires que le département ne soutiendrait plus les communes dans leurs projets. Probablement. Alors voilà, c'est pas encore acté, mais le discours qu'il a eu, si certains d'entre vous l'ont écouté, c'est les infos du Pays de Gallo l'ont retransmis sur le site, donc vous pouvez regarder. C'est vrai que ça nous laisse quand même des inquiétudes, alors pas que à nous, mais à l'ensemble des communes. Pour rappel, on a un PST, nous, à 20%. Il y a d'autres communes qui en ont moins à 35%. C'est-à-dire les communes qui ont le moins de richesse, et puis il y en a d'autres qui sont au-dessous, je crois que c'est de 5 à 35% que ça s'échelonne ce PST. Donc en tout cas, ça rebalance un petit peu, enfin ça questionne quand même. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sûr d'avoir les aides. On n'est pas sûr d'avoir les aides, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas si elles vont être purement et simplement arrêtées, si elles vont être reportées, si elles vont être diminuées, si ce sont certains projets qui seront plus soutenus que d'autres, ou s'il n'y en a plus du tout. Ce qui est sûr, c'est que le PST pour lequel on a reçu une notification, c'est acté. Les travaux de la mairie, là, par exemple, je ne sais plus combien on a... 175 000, ceux-là, on a eu la notification, c'est passé en commission permanente, on ne revient pas dessus. Il y avait une somme qui a été attribuée pour le terrain de sport à Kili.
au titre du PST, on ne revient pas dessus non plus, c'est notifié. Voilà. Pour le pôle culturel, comme c'était un dossier pour 2025 et qu'on avait déjà épuisé le PST pour 2024, voilà. Donc, voilà. Et dans l'hypothèse, parce que ça reste complètement une hypothèse, du coup, où les subventions sont moindres, voire inexistantes, on a la capacité d'autofinancement ou on est obligé de faire recours à l'emprunt? Ça serait compliqué, je pense, de faire tout l'autofinancement parce qu'on a déjà quand même une partie assez importante d'autofinancement. Après, il y a plusieurs solutions. Hein. On le continue et peut-être on fait un emprunt. On le continue et on reporte peut-être d'autres projets pour pouvoir avoir plus de financement pour celui-là. On le reporte, on le... Je n'ai pas envie de vous donner mon avis tout de suite, j'aimerais bien qu'on en discute avant. J'ai bien dit pour commencer qu'on avait déjà engagé une somme assez conséquente. On a déjà avancé. On a une capacité d'emprunt. Ça veut peut-être dire moins de subventions, d'autres subventions aussi, non, peut-être. Après, peut-être que pour ne pas... Mais c'est pour ça que c'est inconfortable, parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. Peut-être qu'ils vont aussi se dire, on ne peut pas arrêter brutalement pour les communes. Donc peut-être qu'on le prolonge d'1 an et c'est l'année d'après qu'on arrête. Ça peut être ça aussi, hein. Moi je n'en sais rien. Je sais rien, je pense qu'il va y avoir des débats intéressants au conseil départemental. Tel que le dossier est là aujourd'hui, c'est quand même difficile de sursoir. Ouais. Vous avez tous dans le... Voilà, il y a des démarches qu'on peut faire. Vous avez tous le plan de financement là. Et le premier, on l'a mis parce que c'était le point suivant, hein, sur les informations financières des travaux. Ouais, c'est bien le document de travail. C'est marqué, hein, mais voilà, c'est des choses qui ne sont pas figées. On peut rediscuter de tout ce qu'on trouve à l'intérieur de ce plan de financement. Mais en tout cas, si vous regardez la colonne donc pour le pôle culturel, voilà, il y a quand même un reste à charge hein, qui est conséquent. Ça sera notamment sur l'année 2025. Où le reste à charge sera conséquent. On a vu l'autre jour quand même en commission des finances qu'il y avait aussi des emprunts qui diminuaient fortement là, à partir de l'année prochaine et certains qui s'arrêtaient. En 2027, il y a la piscine, parce que continue à payer une participation aussi pour la piscine de Vallée 3, hein, donc là du transfert, bon, ça va prendre fin aussi, c'est quand même une somme de 67 000 euros. Donc voilà, il y a des choses qui vont arrêter. Après, il ne faut pas oublier aussi que dans ce pôle culturel, ce n'est pas que la construction, après on aura un budget de fonctionnement à mettre en place aussi. Bon voilà, il y a beaucoup de choses. Bon, voilà, on ne pouvait pas le passer sous silence non plus. Mais aujourd'hui, on est en capacité d'avoir beaucoup d'emprunts. Oui, oui. Oui, on a, parce qu'on n'a pas fait d'emprunt là. Oui, et dans les années à venir encore plus. C'était pas ce qu'on avait prévu, c'est pas ce qu'on voulait forcément. Parce que la démarche est tellement avancée. Ah oui, non, mais C'est pour ça que ce projet-là, c'est difficile de retarder. Maintenant, après, il y a sans doute dans les projets que vous avez, les autres projets que vous avez sous les yeux, il y aura peut-être il peut y avoir un différé ou pas avoir d'autres modes de financement. Ben oui, parce que du coup, on aborde le point qui était en point 4, hein, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier non plus le pôle culturel des autres projets qu'on a. Vous voyez, celui de la toiture de la mairie de la Chapelle-Caron, on l'avait budgété en 2024, bon, il a été réalisé. L'aménagement au cimetière du Roc, c'est un projet qui va démarrer après les vacances de la Toussaint. Les bâches incendie, là, les fameuses bâches qui occupent un peu de temps à Jean-Paul et à Pierre et à Corinne, je crois, depuis un moment.
c'est aussi Et c'est fait, hein, de c'est toute façon, là, juste pour préciser, on n'avait pas le choix, puisque le complexe des Mouettes, on n'a pas l'autorisation d'ouvrir la salle. Ah oui. Ah oui. Si on n'a pas les vaches. On n'a pas le choix. On n'a pas Il y le avait- choix. Il y avait la masse du Coudray et Et la masse puis du la salle des Mouettes qui a eu un avis défavorable, hein, avec la commission de sécurité parce qu'il n'y avait pas cette fameuse bâche incendie. Et au Val-Chevrier aussi, c'est la même chose. Et ils ne lèveront l'avis défavorable que lorsqu'on aura justifié de la fin des travaux. Voilà, c'était pas suffisant de montrer qu'elles avaient été commandées, qu'on avait fait Donc, on avait tout la ce qu'il fallait. plateforme. Il faut justifier une fin des travaux. Si on tourne la page, il y a aussi le programme de voirie pour 2024 qui est engagé. Et puis l'éclairage public. Voilà, on a signé aussi des conventions avec Morbihan Énergie pour l'éclairage public. Donc ça, pour les projets de 2024, il n'y reviendra pas. Il y a le terrain multisport à Kili. Voilà, celui-là, il a été acté. Et puis on a eu aussi le PST concernant ce projet. On parlera tout à l'heure du pont du Val-Chevrier. Ça, c'est des dépenses aussi qu'on avait... qui arrivent, hein, voilà. Pas prévu non plus, il faut faire des travaux. On va les faire, mais voilà, il y aura peut-être d'autres projets. On avait mis un budget pour le lotissement de lanières, alors on en parle depuis un moment, mais il y a peut-être d'autres projets là pour les lanières. On a le projet d'Ombrière, place du Général de Gaulle, qu'on avait mis aussi pour 2025, on en parle depuis un moment. Et on a de la nouvelle de la réunion. Oui, on a de la nouvelle. Pas plus que ça. On a une réunion assainissement la semaine prochaine avec les communautés, donc on va en parler. Mais c'est vrai qu'on a mis aussi des budgets voilà, pour l'aménagement rue du Val, l'étude de l'aménagement, 30 000 €, l'aménagement rue du Val pour l'étude des réseaux eau pluviale, 12 000 € et l'aménagement de la rue du Val, 300 000 €. C'est le réseau. Et les réseaux d'eau. Non, pas les Sans, Oui, c'est que les sans l'aménagement. C'est que les réseaux. Oui, c'est ce qu'on a dit l'autre jour, sans l'aménagement. Ouais. Ça, c'est pareil, hein, si PRML Communauté refait les eaux usées, on n'aura pas le choix que de les faire en même temps. C'était la demande qu'on avait fait aussi, qu'on puisse avoir les Oui. chiffres suffisamment tôt pour qu'on puisse nous engager la réflexion derrière. Ouais. Et PRML Communauté on est quand même inquiet, un état de vétusté de ce réseau-là, rue du Val, et qu'il faut... Je pense qu'on pourrait faire en deux, ça peut être fait en deux temps, puisque si on fait les eaux pluviales en même temps que les eaux usées, l'aménagement, on pourra le décaler. C'est pour ça qu'il faut faire l'étude avant. De toute façon, on n'aura peut-être pas le choix de le Voilà, c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire cette étude. Mais, Oui, puis par contre, les eaux pluviales, il faut qu'on les fasse en même temps, on ne va pas refaire des tranchées. Ah non. Et pour le terrain multisport, on ne veut pas avoir d'autres subventions? Eh ben non, parce qu'on a essayé, c'est pas faute d'avoir essayé, parce que dans les subventions qu'on aurait pu prétendre auprès de la jeunesse, comité départemental ou régional de la jeunesse et des sports, on était au bout du dossier qui a pris un petit peu de temps quand même. Il fallait que le terrain de sport soit relié à une école de proximité. Mais en même temps, c'est subventionné à partir du moment où c'est dans un territoire carencé. Donc nous, on avait rempli le dossier parce que Kili, territoire carencé en termes d'équipement public, on a été jusqu'à faire une convention avec l'école publique, puisque de toute façon, c'était plus logique de faire avec l'école publique au niveau de la distance, c'était quasiment les mêmes. On avait envoyé tout ça à la jeunesse et des sports. Et en fait, non, il fallait que l'école soit vraiment à côté, qu'on puisse y aller à pied. L'école publique est d'accord de mettre des plannings, et puis voilà, on les a fait, on avait tout rempli la convention comme il fallait, et non. Voilà. Et ce qu'on a du mal à comprendre, parce que du coup, on aurait eu des subventions, si on avait fait un terrain de sport de ce style-là, dans le bourg de la Chapelle, par exemple, à côté des deux écoles, là où il y a déjà, des équipements. Il y en a un, oui, mais que pour l'école publique. Oui, mais il n'est pas ouvert aux jeunes de la commune. Il y a le centre. Il y a la sèche.
Oh, le centre aéré qui va aussi. Oui, puis il y a le terrain de foot, Et puis il y a le terrain de foot, qui est il pas y a le loin. terrain de BMX. Enfin, on a quand même pas mal de structures. Mais voilà, on aurait une subvention, ou si on l'avait mis à côté de la salle du Val-Chevrier aussi. Voilà. Alors que le but c'était quand même de le mettre là où Il n'y avait pas. où il n'y en avait pas. Il y avait un besoin. Donc c'est vrai que ça fait des subventions qui sont qui se réduisent au PSC. Et pour les travaux ça sera compliqué les subventions aussi. Pour les ah bah oui, puisque le département il subventionnait aussi. Et c'est pour ça que c'est important de dire que c'est un document de travail. C'est ça. Oui, bien sûr. C'est pas acquis. Hein. C'est pas acquis là. Bon, on va rester. C'est intéressant, c'est que dans le rapport qu'on avait eu demandé d'investir, Oui, c'est vrai qu'on avait la consigne avec la Chambre régionale des comptes d'investir. Donc là, Est-ce que, voilà, faut mettre à plat librement s'il y a des inquiétudes, on peut voter, chacun peut se prononcer sur est-ce qu'on le continue, est-ce qu'on le reporte, est-ce qu'on arrête. Ouais. Ah oui, par rapport au pôle culturel. Ah oui, non, je reprécise parce que là, on va juste après attribuer les marchés aux entreprises et ça doit partir, au 15 novembre, mais pour que la délibération elle soit prise quand même rapidement. Donc voilà, il faut quand même se poser la question, je pense. Donc voilà, est-ce que certains d'entre vous, vous souhaitez l'arrêter, ce projet du pôle culturel et associatif, étant donné les nouvelles, les inquiétudes, les interrogations qu'on a sur une partie importante de nos subventions? Est-ce que certains... C'est pour ça qu'on pose la question. Est-ce que certains souhaitent le reporter? Est-ce que certains souhaitent peut-être s'abstenir aussi, tout simplement? Une abstention. Et donc, qui veut continuer? Ça veut dire tout le monde. Tout le monde. Qui dit non parce que peut-être. Non, mais il n'y a eu personne, il y a juste une abstention. Bon, alors on va pouvoir. Aujourd'hui, on fait la l'engagement financier est déjà fait. Mais c'est ce qui a été fait l'autre jour en commission finance avec vraiment des emprunts qui arrivent à échéance. Enfin, on l'avait présenté l'année dernière, mais là on en parlera pendant notre budget, mais c'est vraiment en chute. Et puis ça fait très longtemps en fait qu'on n'a pas, que la commune n'a pas emprunté. Ouais, après c'est sûr qu'il faut aussi qu'on envisage, c'est pas pour être un réseau de mauvaise augure, mais la fusion de communes fait qu'on a récupéré les 3 églises, qu'on a des équipements sportifs, qu'on a, voilà. Il faut aussi prévoir, peut-être dans les années à venir, On n'a pas changé les mesures. Il y a quand même un projet, alors il faut qu'on y travaille, mais il y a quelques projets de particuliers, là, il y a plusieurs particuliers qui ont quand même mis des terrains en vente. Nous, on est toujours en attente d'un retour de Cartard et on ne l'a toujours pas eu. On lui a demandé une étude là, pour un lotissement sur la route de Josselin. Là. Non, il n'est pas... Bon, on a toujours quand même le projet aussi du lotissement sur le terrain de foot actuel à la chapelle. Là. Voilà, puis d'autres lotissements qui sont là, qui pour l'instant les lots ne partent pas. Mais qui ne sont pas des lotissements communs. On passe à l'attribution des lots qui doit aussi faire l'objet d'une délibération, d'un vote.
Concernant la présentation qui vous a été faite là, des différents lots, les entreprises auxquelles on va attribuer les lots, les sommes correspondantes, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre, des oppositions? Non, donc à l'unanimité. Bon. Et on avait noté ensuite dans l'ordre du jour qu'il y avait l'organisation d'une réunion publique de présentation du projet. Parce qu'on a fait des réunions publiques, mais c'était en début de projet. Donc il y a quelques temps déjà. Voilà, je souhaitais vraiment qu'on puisse faire cette organisation d'une réunion publique avec les architectes et puis Morbihan Habitat. On les a questionnés donc sur plusieurs dates. Et là, on vient juste avant le conseil d'avoir la date à laquelle ils peuvent être présents. Ça serait le 3 décembre à 19h. On en a discuté l'autre jour, mais je ne sais plus ce qu'on a dit sur le lieu. Ça serait à la chapelle, mais on disait que ça serait plutôt au complexe des dans le hall au complexe des Nouettes. Il ne faut pas qu'on oublie de réserver. C'est un mardi, je crois, ou un mercredi. C'est un mardi. C'est un mardi. Le 3 décembre. Et là, on le mettra évidemment dans la presse, qu'il y a cette réunion publique, mais avec des courriers aussi qui seront distribués à tous les riverains du projet. Voilà. Et on réexpliquera le projet, puis notamment le calendrier aussi, les contraintes, parce que peut-être pendant certains moments, il y aura quelques contraintes en termes de circulation, peut-être de bruit aussi. C'est bon pour ce point. Donc on passe au point 4. Du coup, je ne vais pas revenir dessus, ce document de travail là, sur les informations financières, l'avancement des travaux. Voilà, on suivra au fur et à mesure les subventions et puis l'avancement. Je sais que le terrain multisport à Kili va démarrer quand même en début d'année. Même avant. Ouais, normalement, il devrait être au printemps. D'accord, parce que Jean-Paul, tu étais hier matin avec M. Rocabois à Kili. Oui. On attend les instructions. Il me semble qu'il les a reçus normalement. Il les a eu. Nous vont se remettre en Et contact. voilà, parce qu'en fait, il C'est prévu comme ça, oui. Et le début des travaux, je pense que ce commencera en début d'année, que ce soit opérationnel pour le printemps. Ah d'accord, début d'année, c'est parce qu'on ne savait pas trop justement quand est-ce que le terrain. Il faut qu'on coordonne les deux. Les deux, et puis les services techniques aussi. Oui, parce qu'il va falloir démonter la. Il y a la barrière à démonter. Exactement. Et puis il y aura des gravats à récupérer aussi. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, Dans on fera une réunion. Oui, il faut faire du montage pour réaliser le remplacement exact qu'on veut. Oui, mais l'entreprise va vraiment se mettre en relation avec M. Rocabois. Oui, il faut qu'on soit là quand on va faire tout ça. Oui, c'est pour ça que oui. Non, mais on a éclairci tout ça ce matin et on a fait des échanges de coordonnées. Oui, mais c'est prévu. Il va avoir une équipe parce qu'il va faire un devis approximatif. Donc ils vont retravailler le devis pour le sol. D'accord. On voit tout ça de toute façon. Oui, on parle de tout ça. Jean-Paul, je te laisse continuer avec le cours du Val-Chevrier, là. Oui, parce que les autorités faites à affiner et de l'aide avec la blette, ça fait fait. Les bâches, on va les remplir. On a eu quelques soucis pour les remplir, mais c'est-à-dire on a trouvé la solution, donc ça va être rempli rapidement maintenant. On attend juste un tuyau avec des raccords pour pouvoir le faire. Les enrobés vont être faites la semaine prochaine au niveau des bâches entendu. On aura le grillage à poser après, mais ça suivra sur le cours après. Il n'y a pas d'urgence pour le grillage. Le marquage au sol sera fait aussi, mais suivant le temps, s'il ne fait pas beau, ils devront le reporter peut-être pour le début d'année.
marquage au sol pour pouvoir mettre les camions incendies, camions de pompiers sur ces endroits, avec les panneaux et tout ce qui va avec. Voilà pour les bâches. Alors pour le pont, on a fait une réunion il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, au sujet de ce pont, parce que ce pont il est fatigué, il va falloir le réparer. Alors on a deux ponts sur la commune, celui du Val-Chevrier et celui de la Garenne, qui lui n'a pas été contrôlé pour le moment. Si ça a été contrôlé, c'est fait. Mais on n'a pas eu le rapport. Si, là, Il est à surveiller. donc, si il est qu'à surveiller, ça va. Parce que les finances, ça nous arrange bien que ça. C'est qu'à surveiller. Bon, ça va être compliqué, hein. J'habite juste entre les deux mondes. Avec tyrolienne. Donc, pour celui du Val-Chevrier, qui lui, il s'arrête pas. Il y avait deux possibilités, soit le réparer, soit le remettre à neuf directement. On s'est penché avec des gens sur le sujet, et il s'avère que faire un neuf, c'est pas intéressant parce que il n'y a pas énormément de véhicules à passer, il y a quelques tracteurs agricoles qui sont un peu lourds, mais sachant que la route ne sera pas plus large qu'elle l'est actuellement, je ne vois pas l'intérêt de l'agrandir un peu. Et puis ça peut donner des problèmes. Alors vous avez ça vous avez un problème de montant, puisque le réparé, vous voyez les montants est de 72 215,50 hors taxe, et pour le mettre à neuf, c'est 146 018. Donc ça a été assez rapide de faire les calculs. Et en dessous, vous avez les avantages et les inconvénients des deux solutions. Sur la première, la structure ne change pas. L'importance de l'ouvrage restera la même, mais aucun intérêt que ce soit qu'on puisse passer avec des engins plus lourds, au contraire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on puisse passer l'écart. Si on a une autre route qui peut, par la Garenne, ça sera peut-être un peu plus de circulation sur la Garenne, mais la route avait été renforcée pour, donc autant qu'on reste le tour. Alors, peu d'emprise de travaux, peu d'impact sur l'environnement, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, vous avez tout à l'heure. Et puis la semaine ne change pas, on garde la même structure, donc ça ne va pas changer. Et donc pour la deuxième solution, dans le cas où on faisait un neuf, ça changeait complètement la structure. Là, on améliorait la performance, on posait plus de tonnage, donc pas d'intérêt. La nécessité d'une grande emprise pour réaliser des travaux, forcément. Risque de pollution du cours d'eau. Besoin éventuel de mettre à sec et de dévier le cours d'eau. Vous voyez les travaux que ça engendrait. Et la suppression de l'aspect patrimonial, puisqu'on changeait pour le moment la structure. Donc la commission appelle pas, ça allait plutôt vers une réparation. Ce qui, je pense, est le mieux. Vous avez le plan, hein, la partie technique, je vous laisse regarder. Et puis, voilà pour ce qui est du pont. Là, il faut qu'on valide aussi ce projet avec le montant. C'est vrai que le rapport qu'on avait reçu là, sur ce point, il était quand même assez alarmiste. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis comment on appelle ça, des potelets là pour amener les véhicules à traverser par le centre. On avait aussi mis des panneaux. Hein. Limiter le tonnage. Oui, quand limiter le tonnage, on travaille avec les transports scolaires. C'est vrai qu'il y a un peu de circulation, mais il y a surtout la Puma qui est juste derrière, donc il y a pas mal d'engins agricoles qui passent, et puis il y a les transports scolaires qui passent plusieurs fois par jour aussi, puis on a des gros nœuds aussi. Donc là, il n'y aura pas le choix de barrer la route quelques temps pendant les travaux. Il va pas faire une déviation. Oui, bah, elle a été barrée longtemps. Tu sais, quand il y avait eu les travaux sur le Val-Chevrier, ça non, mais c'est au niveau des classes scolaires. Ah oui. Ça veut dire que tu sois fait hors période scolaire. Ah oui, ça serait bien. L'été, ce serait l'idéal parce qu'il y a moins d'autres. Ouais. Il y a le dossier de subvention, hein, c'était au titre du CEREMA. Voilà, c'est le CEREMA qui subventionne plutôt bien d'ailleurs. Qui subventionne pas subventionné. Quand on aura les aides, à ce moment-là, on verra avec l'entreprise pour pouvoir caler les travaux le meilleur moment. Sinon, Olivier propose qu'on mette un péage. C'était à Sur ce point, il y a la route qui est à faire, on verra suivant les qu'on aura, mais on pourrait coordonner les travaux. Déjà, hier que la COLAS a une entreprise sur Rennes, bien sûr après appel de marché, mais qui fait ce genre d'opération. Pas sur le pont. Enfin, sur le pont, ils peuvent le faire,
Et c'est pas PRMS, c'est que la SRED qui prend les gestions des coûts. Alors après, il faudrait qu'ils soient dans le marché, mais eux peuvent se positionner sur les travaux. Et l'avantage qu'il y a, c'est que, comme ils font les routes, peut-être que s'ils sont placés au niveau du prix, ça pourrait être intéressant qu'ils fassent Une la globalité. totalité. Parce que c'est une entreprise. Ça, c'est à voir plus tard. Pour le moment, on n'en est pas là. On va dire l'étude. Bon, ben voilà, donc on va prendre une délibération aussi pour donc engager les travaux et puis solliciter des subventions donc pour la solution numéro 1, qui est une réparation de l'ouvrage, donc pour un montant de 86 658,60 €. C'est une estimation. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Ça fait partie des bonnes nouvelles aussi. Bon. Alors, on poursuit ensuite, c'est le point 5. Le syndicat sportif, alors avis sur la solution à privilégier pour l'avenir du syndicat. Je ne vais pas revenir hein, sur l'historique, mais c'est vrai que le conseil municipal s'était prononcé alors, au mois de décembre, il me semble, sur une démarche hein, pour une procédure de dissolution de ce syndicat. Je ne vais pas reprendre les arguments qu'on avait évoqués, mais les principaux, c'était quand même un petit peu, comment on va dire, l'impression de ne plus décider nous-mêmes sur la commune de ce qu'on devait faire. C'est vrai qu'on avait rappelé la difficulté qu'on avait eue à obtenir une harmonisation des tarifs pour l'utilisation de la salle des Nouettes. On avait évoqué aussi la difficulté qu'on avait eue par rapport à la cession de la parcelle pour l'agrandissement du cimetière. Alors c'est vrai que ça a été une cession au final, mais voilà, ça a été un petit peu long, toutes ces discussions, ça n'allait pas de soi, dans les élus de Saint-Abraham dans un premier temps. Et puis ensuite, quand on a évoqué le transfert du terrain de foot et donc la mise en vente, le rachat de la parcelle du terrain de foot actuel par la commune de Val-d'Oust, ça a été aussi très compliqué de se mettre d'accord sur un prix. Alors voilà, pas que les élus de Saint-Abraham n'étaient pas opposés au projet, hein, le transfert du terrain de foot, mais en tout cas, on avait fait une estimation, pour rappel, on avait proposé quand même l'hypothèse haute pour racheter cette parcelle-là, qu'on avait rappelé quand même que la commune de la Chapelle-Carreau avait cédé gratuitement à l'époque au syndicat sportif. Et c'est vrai que les élus du syndicat, les élus de Saint-Abraham du syndicat avaient une autre justification, une autre argumentaire que le nôtre, hein, pour mettre un prix sur cette parcelle. Et voilà, donc on avait dit que c'était... ça ne nous convenait pas, ça ne nous convenait plus. Il faut dire aussi que ces statuts du syndicat sportif sont obsolètes depuis très longtemps. Ils avaient été mis en place dès le démarrage hein, et ils avaient été faits essentiellement pour la construction de la salle des Nouettes et le développement du sport sur les deux communes, à l'époque la Chapelle-Carreau et Saint-Abraham. Sachant que la salle des Nouettes, elle est construite et elle est déjà remboursée de toute façon. Bon voilà, il fallait de toute façon refaire ces statuts du syndicat. Moi je suis allée une première fois à la sous-préfecture, et puis on est retourné une deuxième fois à la sous-préfecture avec Gaëlle, la maire de Saint-Abraham, et puis avec François Milou, qui est aussi partie du syndicat sportif. Bon, Pierre est absent, hein, Il n'a pas été invité. Il n'a pas été invité, il y a eu un problème de communication au niveau de la sous-préfecture, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs choses qui avaient été dites pendant cette réunion à la sous-préfecture. Et puis, on s'est revus en septembre dernier. Je ne sais plus, c'était un vendredi au mois de septembre, là. Voilà, avec Pierre et puis Gaël qui était présent, François, et puis, Marion. Olivier et puis Marion, la secrétaire. Voilà, on est allé à la mairie de Saint-Abraham pour... c'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'on avance, hein, et c'était aussi le souhait de la sous-préfecture, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord quand même sur
l'avenir de ce syndicat sportif. Donc il y avait, suite à notre rendez-vous à la sous-préfecture, il y avait 3 solutions qui avaient été, qui sont possibles. C'est celles qu'on retrouve là dans la délibération de Saint-Abraham, mais c'est ce qui avait été dit en sous-préfecture. Première solution, c'est la dissolution du syndicat. Dissolution qui doit s'effectuer par accord des 2 communes sur le principe et la répartition de l'actif et du passif. À défaut d'entente, les principes de répartition devront être appliqués. Retour des biens immobiliers à la commune d'implantation avec contrepartie pour l'autre commune selon une clé de répartition. Il en va de même pour les biens mobiliers et charges, notamment s'ils sont rattachés à un bien attribué à l'une des communes. Ce qui veut dire en gros, dissolution du syndicat, il faut que les 2 conseils municipaux soient d'accord, qu'on fasse cette répartition. Dans tous les cas, la salle des Nouettes qui est sur le territoire de la Chapelle-Carreau revient donc à la commune d'implantation, c'est-à-dire à la commune de Val-d'Oust. Solution, évidemment, on était parti sur cette dissolution du syndicat qui ne convient pas du tout aux élus de Saint-Abraham. On va en reparler tout à l'heure. La deuxième solution, c'était d'intégrer l'intégration de la commune de Val-d'Oust pour la totalité de son territoire au syndicat, parce que c'est aussi ce qui était demandé, et c'est ce qu'on a essayé de défendre plusieurs fois, que depuis la création de la commune nouvelle, la commune de Val-d'Oust finance les 2/3 de ce syndicat sportif, mais les compétences de ce syndicat ne s'appliquent que sur une partie du territoire, donc sur la Chapelle-Carreau. Donc ça, c'était aussi une solution qu'avait préconisée la sous-préfète, en tout cas, mettre à discussion. On intègre et voilà, on considère que le syndicat sportif applique ses compétences sur l'ensemble de notre territoire, mais ça veut dire que la commune de Saint-Abraham, elle finance aussi au tiers un équipement sportif, par exemple, comme celui qu'on va faire à Quilly, le stade de foot au Roc et tous nos autres équipements sportifs. Bon. On peut comprendre que ça leur pose aussi un petit peu de problème. Et la troisième solution, c'est de modifier les compétences du syndicat pour ne conserver que les compétences qui ont un intérêt intercommunal. Et donc, pour que cette solution soit opérante, opérationnelle, un accord doit être trouvé sur les conditions patrimoniales et financières, bien entendu. C'est-à-dire qu'en gros, on considère que la salle des Nouettes a un intérêt intercommunal. Effectivement, elle a été financée pour 1/3 par la commune de Saint-Abraham, par les 2/3 pour la commune de la Chapelle-Carreau, que les terrains de sport, alors le terrain de foot pour la Chapelle-Carreau, le terrain de foot pour Saint-Abraham et le terrain de basket et le terrain de tennis à Saint-Abraham ont été cédés aussi au syndicat sportif. Donc chaque commune récupère ces terrains, à discuter aussi sur les terrains qui appartiennent aux syndicats sportifs qui se trouvent au nord de la salle des Nouettes, terrains sur lesquels sera projeté le transfert du terrain de foot. Voilà. Et donc, on s'était mis d'accord quand on était allé à la réunion à Saint-Abraham de proposer à nos 2 conseils municipaux de se prononcer, voilà, sur une de ces solutions. Saint-Abraham, bien entendu, a dit que le complexe des Nouettes revêtait un intérêt intercommunal, que les 2 communes peuvent les mettre à disposition des particuliers, des assos, des entreprises du territoire. Voilà, il y a la salle des fêtes, il y a la salle de sport, et qu'ils souhaitent poursuivre cette mutualisation. Ça permet aussi de partager des moyens humains, techniques, et puis l'équipement. Ça optimise des ressources, ça réduit des coûts. Voilà, donc ils seraient plutôt d'accord pour cette troisième, enfin ils sont même, c'est ce qu'ils ont pris comme délibération, sur cette troisième solution de se dire la salle des Nouettes, elle a un intérêt intercommunal. On garde une gestion commune pour cette salle-là. On met dans la convention aussi, après il y a tout un travail à faire, là on pose le principe,
Il y aura dans la convention, et c'est ce qu'ils ont mis aussi dans leur délibération d'ailleurs, qu'une convention serait à prévoir dans le cadre du transfert du terrain de foot pour une mutualisation des vestiaires, et chaque commune récupère ses terrains. Honnêtement, je trouve aussi que la salle des Nouettes a un intérêt intercommunal. En fait, voilà, on peut comprendre qu'une commune comme Saint-Abraham, qui possède uniquement sa salle à la mairie, qui a je ne sais plus combien de places, une quarantaine, une cinquantaine de places, à cette salle des Nouettes qu'elle a financée aussi. Que le fait de compenser financièrement, ça n'a pas le même impact évidemment pour la commune que de continuer à gérer cet équipement. Oh là là. Après, il faut être un peu réaliste. Une dissolution, il faut que les deux communes soient d'accord. Ça, on le savait. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Non, puis on peut effectivement comprendre par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Il y a un vrai intérêt pour les deux communes à partager en gros la gestion de cette salle. Ce serait dommage de remettre ça quelque part en cause aussi, peut-être. Et la deuxième solution d'intégrer la commune de Valdouste pour l'entièreté des compétences du syndicat, je comprends aussi que ce soit compliqué pour eux, mais en même temps, pour nous, on a la réalité de cette commune nouvelle. Et ça, Saint-Abraham n'a jamais pris en compte cette situation nouvelle. Et je pense que c'est aussi ce qui a entraîné quand même des difficultés. D'autant qu'on a quand même déjà évoqué le fait qu'on n'avait pas de vraie politique du sport, on va dire, à l'échelle de la commune. Oui. Peut-être que ça, c'est un frein aussi. C'est sûrement pas le seul frein, mais c'est vrai que c'est compliqué de réfléchir le sport sur la commune de Valdouste dans sa globalité. Bah oui, avec cette répartition d'un côté, avec un syndicat sportif, d'autres équipements sportifs. Oui, pour moi, c'est un frein aussi de réfléchir globalement à... Ça aurait été possible si la deuxième solution était acceptée. Mais voilà, on sait que ce n'est pas le cas. Donc, il faut aussi qu'on se prononce. Est-ce que cette troisième solution avec une gestion intercommunale, ça vous paraît... Alors moi, j'ai une question. Oui. Par rapport à cette troisième solution, il faudrait encore des élus dédiés au syndicat sportif. Alors après, comment ça marche? Justement, on l'a évoqué. De toute façon, les statuts du syndicat, il faut les revoir. C'est même assez incroyable que ça n'ait pas été revu depuis tout ce temps-là. Mais bon, c'est comme ça, ça a traîné d'année en année, ça n'a jamais été revu. Donc là, il faudra les revoir. Et justement, dans ces statuts, ce sont le genre de choses sur lesquelles il faudra se mettre d'accord. Et si on n'y arrive pas, parce que ça dure depuis longtemps. Non, mais est-ce que ça sera un syndicat complètement allégé, qui n'aurait plus comme compétence que la gestion de cette salle intercommunale, c'est-à-dire d'anticiper sur les travaux qu'il y aurait à faire, gérer les plannings, mais les plannings, c'est géré par... mais tout ce qui est frais de rénovation, de travaux... c'est aussi, on a évoqué l'autre jour à la réunion à Saint-Abraham, est-ce qu'on se mettrait aussi d'accord sur une répartition différente? Est-ce que 50% et 50% sur les investissements? Pourquoi est-ce qu'on garderait cette répartition? Autant elle pouvait être cohérente, là, à partir du moment où Saint-Abraham continue à l'utiliser autant que la commune de Valdouste. Voilà, mais ça, ce sont des choses... Là, ce qu'on avait bien dit avec Gaël et puis François Milou, c'était qu'on se mettait d'accord sur un principe. Et est-ce que c'est cette solution 3 là qu'on se propose de travailler avec eux?
et de se poser la question des élus, des nouveaux statuts, de la répartition, La clé de répartition. la clé de répartition, enfin voilà. Et honnêtement, Parce que je pense qu'il faut qu'on avance. Oui, je pense. Voilà. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, c'est vrai que on envisage effectivement de transférer le terrain de foot auprès des Mouettes. Maintenant, inévitablement, il y aura l'utilisation des vestiaires des Mouettes qui sera à prendre en compte, puisque quand le terrain va être transféré, on ne va pas recréer des vestiaires, sachant qu'il y en a. La Ligue de football a considéré que ces vestiaires étaient utilisables. Bon, il y a quelques travaux à faire, mais comment ces travaux, on les engage, quoi. Est-ce que c'est le syndicat qui va les engager? Voilà, ça c'est des questions qui vont se poser. Et par rapport aussi à la remarque que vient de faire Olivier, si on veut développer le sport, si on a d'autres sports qui viennent, qui veulent s'installer, enfin, ou qui aient besoin de faire des travaux, soit autour de... Alors si c'est sur notre terrain, il n'y a pas de souci, on prendra ça en charge. Si c'est dans la salle, il y a des équipements nouveaux qui sont demandés, comment ça va être géré, quoi. Si on veut effectivement... On voit bien que dans nos deux communes, voilà, il y a des capacités de développement en termes de population. On accueille des populations quand même jeunes qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va leur proposer et est-ce qu'on a la volonté de s'engager sans arrière-pensée dans des projets? Moi, c'est ça c'est ça que je veux mettre en avant et je voudrais que ce soit quand même bien pris en compte par tout le monde. Ouais, puis si je peux rebondir, moi je trouve que c'est important que les gens réalisent aussi que la fusion de communes, nous, beaucoup d'élus, là, on a hérité de ça, voilà, c'est très bien. En même temps, on a plusieurs équipements sportifs, du coup, on a plusieurs salles, comme je disais tout à l'heure, à gérer. On a plusieurs entretiens de terrain à gérer. Est-ce qu'on a les moyens de ça? Il faut se poser un gros point d'interrogation. Là, on a refait la piste de Tréano. C'est un coût, c'est super, l'utilisation, c'est l'une des seules pistes du secteur d'ailleurs qui est homologuée pour la clé. D'ailleurs, ce qu'il ne faudrait pas songer à ce qu'il y ait des places d'intérêt communautaire, c'est une vraie question à se poser. Non, mais il n'y en a pas, il y en a zéro. Si elle est d'intérêt communautaire, il faut qu'elle appartienne. Oui, ça c'est encore autre chose. Parce qu'on avait posé la question pour le BMX à l'époque aussi. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas que la Chapelle-Carreau aujourd'hui. Il y a les infrastructures sportives de la Chapelle, il y a celle de Saint-André, il y a ce qu'on va mettre en place à Quilly. Tout ça, ça demande un entretien. En termes de financement, il faut, à mon sens, aussi vraiment se poser la question, parce que nos salles de sport, elles vieillissent. Et ce que dit Pierre est judicieux en termes d'accueil de nouveaux sports. Et la dissolution du syndicat ne nous empêcherait pas de faire un partenariat privilégié avec Saint-Abraham pour les accueillir dans la salle. Ouais. Ah oui, mais c'était une solution que moi j'ai envisagée. Bon, pour plein de raisons, ça ne se fait pas parce que, effectivement, Florence a avancé un certain nombre d'arguments que je veux bien reconnaître, mais au bout d'un moment, je veux vous dire en clair que la salle, elle nous appartient à tous. Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors là, je redis bien, c'est un accord de principe pour travailler cette troisième solution. Ensuite, quand on aura travaillé, on reviendra devant le conseil municipal avec les nouveaux statuts, les compétences, voilà. Discussion. Et si les discussions ne nous conviennent pas? Charlotte, je ne sais pas à l'heure actuelle quoi te dire. Je ne sais pas. Ça veut dire sportif actuel, il ne sera pas disponible.
Non. Oui, c'est ça. C'est un accord pour avancer, parce qu'il faut qu'on avance. Et puis ensuite, si on remet des choses en doute, si ça ne convient pas, on y reviendra. Et puis ça n'empêche pas pour l'instant la salle de fonctionner, les assos de faire leur sport. Hein, c'est pas... Non, aujourd'hui, par rapport à ce dossier-là, il y a juste le strict minimum qui est fait sur le syndicat. Ouais, les réservations urgentes, voilà, tout ce qui est obligatoire, réglementaire, ça c'est fait. Par contre, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'investissement de fait. Oui, puis bien préciser aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui font parfois la maquette, que ça ne remet aucunement en cause l'existence de clubs USAC. Je ne sais même pas comment certains ont pu imaginer ce genre de choses. Voilà, ça ne remet aucunement en cause une collaboration sportive. Non, évidemment que non. En termes d'association. Bon, on donne un accord de principe pour cette troisième solution. Après, on peut se prononcer aussi, hein, et on peut aussi s'abstenir, on peut aussi s'y opposer, enfin voilà. Après, je peux juste proposer la troisième et dire voilà qui s'abstient concernant cette troisième proposition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abstentions. Qui est opposé. Donc qui voilà, est d'accord, donne un accord de principe pour cette troisième solution. Voilà, c'est pas facile là, non, mais oui. Ouais. Bon, allez. Non. Alors, un autre point, là, je vais laisser Olivier. La délibération pour le schéma communal des ZAER, zone d'accélération pour les énergies renouvelables. Est-ce que tu veux projeter quelque chose tout de suite ou pas forcément? On peut projeter pour ceux qui n'étaient pas à la réunion, mais vous avez tous reçu ça sinon dans vos dossiers, mais on peut reprojeter rapidement. Hein. Voilà. On va préciser tout à l'heure. Oui, mais je le dis d'entrée de jeu, effectivement, bonjour, on a eu une commission. Moi, j'ai découvert un certain nombre de choses ce jour-là. Je vous dis tout de suite, sur ce dossier-là, je vais m'abstenir. Ouais, sur la partie sur la partie pas de problème. Oui, donc pour rappel pour tout le monde, donc, on va se prononcer sur l'élaboration d'un schéma communal des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc c'est la loi APER de 2023 qui nous l'impose. C'est un cadre légal à l'échelle nationale. Donc là aussi, pour revenir sur les 2 ou 3 grandes étapes, donc en 2019, il y a eu une première loi qui demandait, je vous avais mis ça là-dessus, donc en 2019, il y a une première loi qui allait vers une réduction en fait de la consommation d'énergie et vers un développement des énergies renouvelables. Donc en 2023, donc, on a eu cette fameuse loi APER, donc, comme son nom l'indique, accélération de production des énergies renouvelables. Donc il nous a demandé de mettre en place un schéma communal. Donc à la base, on devait présenter les choses en mars 2024. Face aux délais qui ont été quand même relativement courts, il a été décidé à l'échelle de Plouermel Communauté de travailler commune par commune et ensuite d'établir un schéma de cohérence à l'échelle de Plouermel Communauté. Première étape, donc avec Arnaud, on a participé à des ateliers depuis le mois de mai avec les autres communes de Plouermel Communauté, donc dans laquelle on a travaillé en lien avec un bureau d'études, dans laquelle on nous a présenté les différentes formes d'énergie renouvelable, les forces de notre territoire, les faiblesses du territoire, les points de levier sur lesquels on pouvait vraiment avancer en termes de production d'énergie et de réseau de chaleur. Étape actuelle, donc Plouermel Communauté a proposé un premier schéma donc pour les communes.
Voilà, on devait travailler sur ce document. Alors nous, ça tombait bien parce qu'on avait déjà travaillé sur un plan communal dans la commission environnement depuis le mois de février de l'année dernière, enfin de cette année, pardon, de 2024. Donc février 2024, on avait établi un premier schéma. Donc on a eu une réunion la semaine dernière pour le mettre en superposition avec ce que Pleurmel Communauté nous proposait. Et on va faire effectivement les propositions de ce qu'on a décidé en commission. Après délibération de ce soir, donc on a présenté ça en réunion publique vendredi dernier. Donc on a eu quelques personnes, quelques questions qui ont été posées. Après la délibération de ce soir, on aura une harmonisation à Pleurmel Communauté. Donc l'ensemble des communes feront remonter leur schéma et on discutera autour de la cohérence de ce schéma. Voilà. Puisque l'objectif c'est d'harmoniser, mais en aucun cas il s'agit d'imposer. C'est-à-dire que si une commune veut développer telle ou telle production d'énergie alors que ça n'a pas forcément été fléché par Pleurmel Communauté, il n'y a pas d'obligation. Hein. La commune peut flécher des zones qui n'avaient pas été fléchées. Et de même, dans l'autre sens, on pouvait retirer des zones qui avaient été suggérées par Pleurmel Communauté. Donc, une fois qu'on aura harmonisé tout ça, on validera les cartes communales. Voilà, donc c'est pour bientôt, c'est pour entre novembre et décembre. Et après, chaque commune devra remonter en préfecture le schéma de zone d'accélération des énergies renouvelables. Bien sûr, ça ne s'est pas figé dans le marbre non plus. Hein, c'est un peu comme un PLU. Donc l'objectif, ce sera de faire évoluer ce schéma. Alors en fonction de plusieurs critères, hein, ça peut être en fonction des besoins d'énergie, ça peut être en fonction des objectifs qui ont été fixés par la commune, c'est-à-dire l'objectif étant, par exemple, pour certaines communes, de peut-être davantage privilégier les économies d'énergie, parce que produire de l'énergie c'est bien, mais il faut aussi en économiser. Et tout cela vient s'ajouter aux objectifs régionaux. Je vous rappelle que la région Bretagne a pour objectif de diminuer de 40% à peu près la production, la consommation d'énergie fossile sur le territoire régional d'ici 2030, et puis de multiplier d'arriver quasiment à une autoconsommation en termes d'énergie renouvelable d'ici 2050. Alors c'est ambitieux, hein. Vous avez vu qu'il y avait au niveau national, la carte, un des parcs éoliens offshore faisait parler un petit peu, puisqu'il y a de nouveaux parcs qui sont entre guillemets programmés en Bretagne. Voilà, donc ceux-là sont questionnés. Donc l'objectif est bien d'arriver vers une région Bretagne qui produise de plus en plus de renouvelables. Alors, tu peux avancer, Olivier, du coup. Bon, ça je passe, c'est ce que j'ai expliqué. Voilà, le calendrier, je viens de vous le donner. Donc voilà. Alors, pour un petit rappel, regardez là, si le schéma que vous avez sous les yeux, c'est le PCAET de Pleurmel. Parce qu'à Pleurmel Communauté, on a aussi effectivement un plan intercommunal, bien sûr, de travail sur toutes ces énergies. Alors, comme vous voyez, en jaune, là, on a une augmentation de ce qui est couvert en production d'énergie renouvelable. Alors bien sûr, ça c'est essentiellement dû pour l'instant à l'éolien, et notamment au parc de la forêt d'Annonay. Mais c'est aussi lié à d'autres parcs d'énergie, d'éolien qui ont été mis en place, comme autour de Campagnac, etc. Vous en connaissez d'autres. Et puis vous voyez en bleu, on a une diminution quand même progressive de certaines consommations. Alors ça, c'est aussi lié à un certain nombre de réductions et d'économies d'énergie qui ont été faites, alors soit par une meilleure isolation, soit parce qu'on a arrêté de chauffer certains espaces l'hiver, etc. Donc les objectifs, c'est bien sûr d'augmenter ce qui est la part du jaune, là, et de diminuer encore la part du bleu. Voilà. Donc il y a des projets communautaires qui sont en discussion, là, en termes de panneaux photovoltaïques, par exemple, qui devraient faire augmenter la part d'énergie renouvelable. Bon, je vous fais grâce de tout ce qui est électricité, réseau de chaleur, gaz, carburant, etc. On peut passer, du coup, à la diapo suivante. Donc, ici, c'est intéressant aussi, vous voyez, l'éolien terrestre et le solaire. On va zoomer sur ces deux-là. Et la production qui existe en 2021 sur l'éolien, donc c'est en bleu, vous voyez, et le potentiel de développement, donc c'est en rouge. Et ce qui est en projet actuellement, donc c'est ce qui est au milieu. Donc vous voyez que le potentiel de développement de l'éolien terrestre sur Pleurmel Communauté, il est encore important.
Et c'est voilà, il double, et c'est quand même la partie qui nous permettrait de gagner véritablement en efficacité en termes de production d'énergie renouvelable. On ne va pas se mentir, c'est ce qui produit le plus d'énergie. L'autre axe sur lequel on peut pas mal travailler, c'est sur le solaire photovoltaïque. Donc là, vous voyez qu'on a pour l'instant une faible capacité de production sur le solaire, que les projets ne sont pas très importants encore, et que l'objectif, eh ben là, ce serait véritablement de développer le solaire photovoltaïque sur l'ensemble du territoire. Alors, bien évidemment, on peut tout mettre dans un mixeur, hein, c'est-à-dire qu'on a les projets publics, les projets privés. Nous, on n'aura jamais la main, c'est évident, sur monsieur et madame Intel qui vont mettre des panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Par contre, là, il existe déjà des politiques nationales d'encouragement et de financement en partie de ces projets, et il y a aussi à Permel Communauté un service qui peut renseigner et qui peut aider les gens dans leur démarche d'installation privée de photovoltaïque. Et ça, il faut que les gens soient aussi au courant de ça, parce que enfin, on est un petit peu paumé par tous les démarcheurs, et en appelant Plo Communauté, il y a un réel service aussi qui peut vous aider à mieux comprendre déjà les aides, par exemple, auxquelles vous avez le droit. Et puis après, il y a toute la partie publique. Voilà. Donc, qu'est-ce que sur chaque commune on peut développer comme potentiel en photovoltaïque? Voilà. Donc, on en arrive à la diapo suivante sur laquelle on va vite passer. Mais ça, c'est un exemple de. Vous voyez, vous avez la carte de Permel Communauté et grosso modo, c'est l'exemple de l'éolien. Donc, vous avez en jaune, là, ce qui apparaît, c'est les parcs éoliens qui existent déjà. D'accord? Donc, vous voyez que la partie, on va dire, nord-est du territoire, hein, nord-est du territoire a été quand même beaucoup plus, pour l'instant, équipé. Je ne vais pas dire touché ou impacté, sinon je donnerai un jugement. Hein, je veux dire équipé. Et qu'en violet, donc le potentiel de développement, il est encore beaucoup plus sur la partie nord de Permel Communauté. Alors, voilà, donc c'est lié à plusieurs choses. C'est lié, bien sûr, au projet. Vous savez, maintenant, quand un projet devient obsolète, on remplace les éoliennes, alors souvent par des éoliennes de plus grand gabarit. Hein, aujourd'hui, on va, par exemple, en retirer 2 ou 3 qui faisaient 120 ou 130 mètres, et on va mettre des éoliennes de 180 mètres. Donc, voilà, ça augmente le potentiel de production d'énergie renouvelable. Vous voyez quand même apparaître aussi des points violets hein, de potentiel d'éolien sur le secteur sud et notamment voilà, sur notre secteur. Donc si on change encore de... Voilà. Alors ça c'est par exemple la carte de la commune qui nous a été donnée par Permel Communauté avec des projets qui potentiellement pourraient être des zonages qui pourraient être placés sur notre commune. Alors vous voyez 6 zones en fait en termes d'éolien. Donc voilà. Alors si je vais peut-être mieux. Tu veux le passer? Ouais, on va aller. Alors celui-là il existe déjà. C'est le projet de Carreau Monterrain. D'accord. Alors projet qui est encore en cours. Puisque là il y a effectivement eu un souci au niveau du permis de construire, donc le projet il est toujours en cours. Là, ici, vous reconnaissez un petit peu le projet qui pouvait y avoir, qui a été sur le Saint-Abraham et puis Val-d'Oust, quoi. Projet pour lequel nous, on a donné un avis défavorable sur ces 2 zones-là. Et puis 3 autres projets que l'on a découverts, enfin 3 autres projets, ce ne sont pas des projets, excusez-moi, 3 autres zonages, voilà, que l'on a découverts. Alors voilà, on a travaillé là-dessus. Donc ça c'est pour l'éolien. En bleu, vous avez tout ce qui est potentiel de photovoltaïque sur toiture. Alors bien sûr, vous avez tout ce qui est sur bâtiment d'entreprise. Ok, d'accord. Je vais rester là-bas alors. Le fil version secondaire, c'est celui-là, ouais. Magnifique. Donc en bleu, vous avez tout ce qui est potentiel, bien sûr, de photovoltaïque sur toiture. Alors là, vous retrouvez les maisons des bourgs, par exemple, etc., qui sont bien exposées. Mais vous avez aussi, vous voyez, les bâtiments d'entreprise. Bon, comme je disais tout à l'heure, nous, on n'a pas la main là-dessus.
Mais il faut savoir que le potentiel, il est là. En vert, vous avez la méta, ici. Donc, et ici, vous avez une zone qui a été fléchée pour du panneau photovoltaïque au sol. Alors, là aussi, pour le photovoltaïque au sol, il faut savoir que sont placés en priorité les sols dits, incultes ou à faible potentiel de rendement. Alors inculte, ça veut dire quoi? Inculte, c'est les anciennes déchetteries ou les anciennes carrières, c'est-à-dire des sols sur lesquels on peut pas produire. Alors ici, il a été fléché celui-là. Nous, là, vous allez voir qu'on a réfléchi là-dessus. Donc, la commission, on a travaillé, donc on a donné notre avis sur... Alors, on n'a pas donné notre avis sur celui-là parce que de toute façon, le projet, il est lancé. On a donné notre avis là-dessus, on a donné notre avis là-dessus, on a donné notre avis sur ce projet qui se trouve à la touche Carnet, entre le château du Crévy et le manoir de la touche Carnet. On a donné notre avis sur celui-là, j'ai dit, et sur cela. Et on a aussi donné, bien sûr, notre avis là-dessus. Donc apparaît la carte sur laquelle on a travaillé. Voilà, alors elle est encore à affiner, bien évidemment. Donc vous retrouvez le projet là, ici. Vous voyez que les deux là, celui-là, nous on a voté contre, on l'a mis en zone d'exclusion. Voilà, alors pourquoi? Là aussi on justifie, hein, mais tout simplement parce que on ne veut pas que les villages qui soient ici soient vous voyez, complètement entourés par des projets éoliens. Hein. C'est pas parce qu'on ne veut pas d'éolien, c'est juste parce qu'il y a déjà un projet ici, et si on a un projet ici et ici, on se retrouve avec des villages ici qui sont complètement entourés. Ce projet-là, on l'a retiré, pourquoi? Parce qu'il est dans les bois de Saint-Main. Alors là aussi, ce sont des bois classés, ça nous pose question. Ce projet-là, on l'a retiré aussi pour des questions de patrimoine, hein, en l'occurrence. Et on a gardé celui-là. C'est pour ça que Pierre disait qu'il ne participerait pas effectivement au vote s'il y a un vote, puisque c'est un zonage, voilà, sur lequel tu aurais potentiellement oui, non, mais... voilà, des parcelles. Mais c'est bien, on est d'accord qu'on est bien sur un projet de zonage. Alors, en sachant qu'ici, on est aussi sur des... par contre, je parle sur son expertise, on est aussi sur des zones assez humides quand même, hein, mais en termes d'impact, sur la population, cette zone nous paraissait effectivement la moins impactante, quoi. Voilà. Donc cette zone, on va la conserver et donc on va la flécher comme zone potentielle pour l'éolien. Mais ce qui veut bien dire que c'est possible qu'il n'y ait jamais de projet à cet endroit-là. Oui, parce que ça voilà. Effectivement, un certain nombre de contraintes, et notamment les contraintes de zone humide. Du coup, ça c'est pour l'éolien. Donc vous voyez, on a conservé celui-là et on a conservé celui-là. Pour la partie photovoltaïque, alors vous voyez des choses qui apparaissent qui n'étaient pas sur la carte. Donc nous, on a fait apparaître ici, on a fait apparaître ici, ici, ici et ici. Grosso modo, cette zone-là. Hein. Alors ça correspond à un projet qui existe déjà. Celui-là et pour celui-là, c'est ça? Non, celui-là. Celui-là et celui-là. Donc c'est un projet qui est en cours. Alors c'est certes privé, hein, mais le conseil a délibéré. Voilà, le conseil a délibéré dessus, hein, rappelez-vous. Hein. Donc ça, c'est un projet qui est en cours sur des anciennes carrières. Donc ça rentre complètement dans le cadre de la loi. On a fléché ici aussi des anciennes carrières, des zones qui correspondaient à des anciennes carrières ici, déchetterie ici, voilà, Kili et la touche Carnet. Et on a exclu l'ancienne déchetterie de La Chapelle-Carreau, tout simplement parce que ça doit être par ici. Tout simplement parce qu'on a de la repousse de bois, et on trouvait ça effectivement dommage de déboiser dans un secteur où ça a quand même plutôt bien repoussé depuis quelques années. On a fléché aussi des zones comme ici, vous voyez. Alors ça correspond à la salle du Roc Saint-André, mais non pas en toiture. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une grande pelouse derrière. Et là, on pourrait très bien imaginer... Derrière la bâche qui est installée. On pourrait très bien imaginer du photovoltaïque au sol, d'autant qu'on a un transformateur juste à côté. Voilà, exemple de projet. On a aussi, dans le bourg du Roc, mais là on ne voit pas, c'est trop petit, mais on a aussi fléché le projet d'Ombrière. Ça reste un projet, hein. Mais ici, place Général de Gaulle.
voilà, si on avait d'Ombrière à faire, on la ferait peut-être là. On pourrait imaginer d'autres lieux. Hein. Donc voilà, ponctuellement, on a des petits lieux comme ça qu'on a aussi fléchés. Et bien sûr, on a encore ce lieu de méthanisation. Actuellement, en termes d'énergie renouvelable, sur la commune, en termes de potentiel, on est à peu près à 24% de production d'énergie renouvelable, et ça repose essentiellement sur la méthanisation. Donc on n'est pas une commune encore très vertueuse en termes de production d'énergie renouvelable. Voilà. Donc ce qui vous est proposé, c'est de délibérer sur cette carte sur laquelle la commission a travaillé. On a, vas-y, prends-la. On va dire sur la localisation. Ouais, d'accord, il va falloir qu'on voit quelque chose peut-être, ouais, carrément. Ouais, je pense que tu descends la station d'épuration. Ouais. Alors ce zonage-là, peut-être que tu l'as dit, hein, Olivier, il faut le remonter en Pleurmel Communauté et ensuite sur une plateforme aussi assez rapidement pour être validé. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à partir du moment où on a exclu certaines zones, normalement, il n'y aura pas de projet à se faire à cet endroit-là. Ah oui. Ouais, sur la plateforme nationale, le dépôt doit se faire pour le 10-12, donc le 10 décembre 2024. Voilà. Et le débat à l'interco se fera aussi le 9 décembre au Conseil communautaire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Tu peux montrer sur le plan pour Chili? Oui. Il y a juste le projet dans les carrières Coudray, là, au Piguet. C'est la seule chose qui... Pas d'éolienne à Kili. Non, il n'y avait rien... L'éolienne au niveau voltaïque? Dans les anciennes carrières Coudray, uniquement. Mais où on avait eu la présentation. Oui, on a eu dans la sur Saint-Servant, non. À droite. Non, c'est quand tu viens de Bourg pour rejoindre le Piguet, là. Le Piguet? Oui. Et puis les autres, l'autre projet, il y avait en partie, alors il y a une partie déjà à Lisio, après il y en a une aux carrières de Cayenne, à la sortie du Roc, à la limite de Lisio, et puis l'autre au Piguet à Kili. Voilà. Alors peut-être aussi, il n'y a pas de projet éolien sur le secteur de Kili, sur les hauteurs de Kili, c'est parce qu'il y a aussi déjà des éoliennes qui n'existent pas très loin en fait. Hein. Sur ce ça. Ouais, c'est Saint-Servant quoi. L'idée, c'est quand même d'éviter à ce qu'il y ait trop sur certains secteurs. D'où le schéma d'harmonisation, le schéma de cohérence et d'harmonisation qu'on essaie de proposer. Quoi. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, rien n'empêche à une commune, parce qu'elle a la volonté de développer l'éolien terrestre et que ça ne semble pas poser de problème au niveau communal, d'en mettre davantage. Hein. On est vraiment sur un zonage. Hein. Oui, c'est ça. Et ce zonage, je le rappelle, il n'est pas figé. Donc, juste ce que je n'ai pas dit quand même, zone d'accélération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où ces zones sont fléchées, ça permet à un projet d'installation d'aller plus vite dans les démarches. Voilà, notamment dans l'étude d'impact environnemental. Et pas uniquement. On n'a pas d'avis, enfin on n'a plus normalement d'avis à donner à partir du moment où on a fléché une zone. Ils sont en attente, hein, ils sont vigilants. La société Noé là, qui était venue nous présenter le projet dans les anciennes carrières de Coudray, dès qu'ils ont vu, alors je pense qu'ils ont vu qu'il y avait une réunion publique qui était organisée pour ce schéma, ils ont envoyé un mail tout de suite pour s'assurer qu'on avait bien fléché ces deux zones-là dans le schéma. Et là, on voit, enfin, moi perso, je ne me plains pas trop là, comme ça. Mais c'est bien, il y a des distances par rapport aux habitations, tout ça. Ah, mais les projets photovoltaïques, c'est vraiment dans des... Ouais, alors après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'un projet photovoltaïque, on n'est pas sur des trackers. Hein. Ouais. Les projets photovoltaïques au sol, en termes de visuel, c'est pas très impactant. Ça peut être très bien. Vous en voyez aujourd'hui. Hein, ouais, c'est ça, c'est pas au-delà de 2 mètres. Donc ça veut dire que tu imagines que même tu plantes. Il y a des haies qui soient plantées.
Au bout de quelques temps, tu ne vois plus en fait le photovoltaïque. Vous verrez le projet qui va se faire, là, enfin, il faut du temps, mais normalement il est intégré dans un projet bocager. C'est assez peu d'impact visuel en fait. Contrairement aux éoliennes où tu vois. C'est pas le même impact, mais c'est pas non plus la même production d'énergie, c'est pas le même rendement. Parce que 180 mètres, tu vois celle de Saint-Serment. Mais ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est aussi que l'on réfléchisse tous et de nous faire réfléchir aussi à notre consommation d'énergie. Parce que on voit bien, enfin, on a vu en termes de budget, c'est un coût qui est de plus en plus important. Chacun le voit chez soi. Nous, on voit bien à l'échelle des communes, à l'échelle de PRML Communauté aussi, on voit bien sur les bâtiments communautaires, le coût que ça représente aujourd'hui. Donc, produire de l'énergie vertueusement, on est tous d'accord que ici, le but, c'est de réduire l'empreinte écologique, c'est-à-dire l'impact carbone en fait. Mais c'est pas de faire baisser le coût. Le coût de production, il ne faut pas se leurrer, hein, il ne baissera pas beaucoup. Hein. Donc si vraiment on veut réduire nos coûts, le seul levier que l'on a, c'est de réduire notre consommation. Alors pour ça, c'est ce qu'on a pu engager ici, ou les projets qui sont engagés à la mairie ici, c'est de changer de réseau de chaleur, c'est de partir dans des travaux d'isolation, réduire le chauffage, la consommation dans certaines zones, arrêter peut-être de chauffer, je sais pas, parfois des salles de sport, des vestiaires toute la journée. Et il y a des logiques comme ça à changer aujourd'hui. Mais en termes de production, il faut aussi se poser les vraies questions. Hein. Il y a des projets nucléaires en France, nous on n'en a pas en Bretagne. C'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance, voilà. Je sais pas. Pour combien de temps, on ne sait pas. Donc voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques, d'autres questions. Sinon, on va passer, parce qu'il faut qu'on délibère sur ce schéma tel qu'il vient d'être présenté. Voilà. C'est vrai que c'était un peu décevant qu'il n'y ait pas plus de monde l'autre jour à la réunion publique, mais les personnes qui étaient là, voilà, étaient vraiment intéressées, on posait des questions pertinentes sur... c'est intéressant de voir toute la démarche qui est faite avant d'arriver à ce zonage. Alors, est-ce que sur le schéma tel qu'il vient d'être proposé, qui reste du zonage, on est bien d'accord, est-ce qu'il y a des abstentions? Ah oui. Une abstention. Est-ce qu'il y a des oppositions? Merci. Alors, on va passer au point 7. Ouais, je vais les faire. Septième point, donc sur un point sur le site de la mine de la Ville-d'Air, que tout le monde connaît, qu'on avait proposé à tous les élus de venir le visiter là dernièrement, qui est géré depuis très longtemps par l'association des Amis de la Ville-d'Air, qui continue à organiser des visites régulièrement. Il y en a eu dernièrement pour les journées du patrimoine, où il y a eu énormément de visiteurs, parce que c'est un site... c'est un des rares sites industriels en Bretagne, un site de mine d'étain. Et là, on en a discuté l'autre jour en réunion d'adjoints en se disant que le moment est peut-être venu de réfléchir à l'avenir de ce site, de savoir qu'est-ce qu'on veut en faire exactement. Est-ce qu'on veut continuer avec une gestion associative avec des visites qui sont organisées? Est-ce qu'on veut donner un nouveau souffle et de faire de ce site-là un spot un peu touristique, un tourisme industriel. Et pour ceci, il nous semblait assez intéressant et nécessaire de solliciter vraiment un cabinet d'études pour déterminer quel pourrait être cet aménagement, mais vraiment d'être accompagné en disant est-ce que le site tel qu'il est actuellement, en deux parties, pour ceux qui sont venus le visiter, avec un bungalow musée, des puits en haut, et puis un chemin à suivre, mais qui n'appartient pas à la commune, pour aller visiter les vestiges en bas, vestiges qui pour certains présentent quelques risques, enfin en tout cas qu'il faut travailler.
Voilà, je ne sais pas si Jean-Louis ou Alain, qui font partie de l'ASSO, veulent rajouter des choses. Non, il faut qu'on prenne juste une décision. Est-ce qu'on en fait un point touristique qui rentre dans un schéma touristique ou est-ce qu'on reste une asso à entretenir comme on peut les vestiges et puis voilà. Voilà, la question là, c'est est-ce que le conseil municipal est d'accord pour qu'on sollicite un cabinet d'études ou un architecte en tout cas pour donner des pistes, des pistes de travail pour réaménager ce site. Le problème qui se pose quand même aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on se pose des questions qu'on se posait peut-être un peu moins avant, c'est que la partie musée et puis qui attire beaucoup de monde, on accepte de cette partie haute là pour aller dans les vestiges en bas sur un circuit qui n'est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite et qui surtout n'appartient pas à la commune. Donc ça a toujours été d'usage de faire passer tout le monde par là. On sait que la brasserie de Lancelot va à nouveau va augmenter ses capacités de production, qu'on leur demande aussi de clôturer l'usine, ce qu'ils vont faire certainement un jour ou l'autre. Donc voilà, il faut aussi se poser la question, est-ce que le jour où les visiteurs ne pourront plus aller par cet accès-là en bas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ouais, puis l'autre question, tu l'as soulevée, moi j'ai Jean-Louis, c'est que c'est un terrain communal, c'est géré par une asso, mais le problème c'est qu'il y a un certain nombre de vestiges qui souffrent un peu. Donc à un moment, il faudra mettre quelque chose de toute façon. Il faut faire quelque chose, et puis on a eu une réunion aussi avec le nouveau directeur là, du site, M. Joly, et puis d'autres salariés de Lancelot, puisque Lancelot a aussi un projet de visite, de reprendre vraiment les visites avec un vrai aménagement adapté. L'idée pourrait être aussi, si du côté de la commune on est accompagné, de travailler ensemble un vrai projet touristique avec une partie patrimoine côté de la commune et puis entreprise avec Lancelot. Voilà. Mais là c'est vrai que c'est compliqué de savoir un petit peu comment prendre les choses si on n'est pas si on ne sait pas ce qu'il est possible, pas possible de faire, souhaitable. On sait que ça évolue beaucoup en matière touristique, donc qu'est-ce qui peut être intéressant de faire. Voilà. Et d'y travailler avec l'association aussi, bien entendu, qui entretient le site et organise des visites depuis très longtemps. Oui, tout le monde est OK. Après, ça se fera peut-être pas là tout de suite non plus. On va voir aussi. Mais bon, voilà. C'est aussi un accord de principe. Le point 8. Quelle destination pour le bâtiment de Beaubuet à Quilly? Je ne sais pas si tout le monde a eu l'information, mais le garage bâtiment Beaubuet à Quilly est actuellement vide. Les locataires sont partis. Ils sont partis il y a 15 jours. Ce qui est bien, entre guillemets, c'est qu'on... Voilà, une intervention de la force publique qui était prévue. Ils sont partis juste avant, donc tant mieux. C'est toujours désagréable ce recours à la force publique. Pour rappel, c'est des locataires qui ne payaient plus leur loyer depuis plus de 3 ans quand même à la commune. Donc un manque à gagner important et pour lesquels il a fallu... faire une procédure très très longue. On a pris un avocat, il y a eu le tribunal. Bon voilà, donc, ils ont perdu le tribunal. Voilà. Donc ce n'est pas non plus parce qu'ils sont partis qu'ils ne doivent plus rien à la commune. Les dettes les poursuivent bien entendu. Mais en tout cas le bâtiment est libre. Les services techniques ont consolidé les fenêtres. Pour qu'il n'y ait pas voilà. Après, il y a un grand bâtiment qui servait de garage qui a été complètement retiré. Enfin, tous les véhicules qui s'y trouvaient ont été retirés. Ils ont fait un grand nettoyage. Ils ont fait un grand nettoyage.
On avait pour mémoire décidé, enfin le conseil municipal avait décidé il y a quelques années de le mettre en vente, ce bâtiment. Donc voilà, il faudrait qu'on se repositionne, qu'on sache si on veut le garder, que la commune veut garder ce bâtiment. Pour rappel, il y a donc le grand garage, il y a le terrain et puis la maison d'habitation avec quatre chambres. C'est un bâtiment qui, comment on va le qualifier, qui est un peu vieilli. Il y a des travaux à entreprendre dans la partie habitation. Il y a des travaux de mise à jour conséquents à faire. Dans la maison aussi? Oui. Non, enfin, la maison, c'est... Ouais. C'est habitable? Bah, un gros coup de peinture. On aimerait dire ça comme ça. Et on avait donné un prix. Si on parle d'isolation et tout, c'est pas du tout. On avait dit qu'on n'était pas avoir vocation à être une agence immobilière. Je pense qu'à un moment, enfin, voilà, on est face à des situations comme ça où on perd de l'argent. Alors, il faut prendre des articles dans le... Non, ouais, mais même, je pense que voilà. Je pense que ce type de bâtiment peut intéresser des artisans ou autres, parce qu'il y a quand même une surface qui n'est pas négligeable. Alors je vais relire Pierre parce que j'ai tout du coup en... Non mais j'ai tout tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a la maison d'habitation avec au rez-de-chaussée, séjour, cuisine aménagée, équipée, dégagement, salle d'eau, WC, buanderie, 2 chambres et salle d'eau. À l'étage, il y a un couloir, il y a 3 chambres, salle de bain, bureau, grenier. On a un hangar attenant avec grand atelier et garage et terrain d'une contenance de 5890 m². Le terrain. Le terrain, ouais. Donc, il y a du potentiel, il y a des demandes pour acheter ce type de bâtiment. C'est l'ensemble. L'ensemble, ah oui, l'ensemble. Ah oui, c'est l'ensemble. Ah, mais de toute façon, la maison d'habitation, elle est attenante. Tu ne peux pas les dissocier. Hein. Donc voilà, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on demande une estimation des domaines et qu'on mette en vente ce bâtiment le plus rapidement possible? Oui. Après, il ne faudrait pas que ça redevienne une zone. Ah bah après, on le vend. Hein, de dépôt de carrosserie, comme on a connu. Non. Après, une fois que tu as vendu, tu as vendu. Les gens, si ça devient suffisamment élevé. Non, mais c'est vrai qu'on disait que c'est aussi de vendre des bâtiments, ça permet aussi d'avoir de l'argent pour financer des projets. Pour information, le marché de bourse n'appartient plus à la commune. Il appartient à la SCI, la Chapelloise, donc à Kevin et à Kylian. On a été chez le notaire hier en fin d'après-midi. Voilà. Ça va plus vite que la station. Oui, bah, la station, ça arrivera aussi. Oui. En tout cas, voilà, c'est fait, donc au prix de 156 000 €, comme on l'avait délibéré en conseil municipal. Et c'est vrai qu'ils sont contents, ils ont d'autres projets pour le magasin de développer. On est tous OK pour le mettre en vente. Alors, un des derniers points, donc participation de la commune à la mutuelle santé pour les agents. Vous rappelez qu'on avait que la mutuelle... non, c'était déjà... Pardon. Pour le risque prévoyance, on avait déjà délibéré, ça prenait effet au 1er janvier 2025, et là donc on fait la même chose pour le risque santé. Donc pour la complémentaire santé, vous savez que la fonction publique, enfin les employeurs publics territoriaux peuvent contribuer au financement pour les garanties d'assurance de protection sociale complémentaire pour tous les agents qu'ils emploient. Donc le centre de gestion, le CDG, a passé un marché avec des assureurs pour pouvoir avoir des tarifs intéressants. Donc là, on propose aussi que comme pour le risque prévoyance, pour le risque santé, la commune adhère à la convention de participation et à son contrat d'assurance collective à adhésion facultative des agents, donc souscrits par le CDG, qui est la fonction publique territoriale du Morbihan, avec un effet au 1er janvier 2025 auprès de l'organisme d'assurance impériale mutuelle, qui est représenté par l'intermédiaire en assurance Rediens SPS.
d'accorder donc une participation aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé dans l'effectif qui adhéreront au contrat d'assurance collective, et de fixer le niveau de participation. Alors, comme suit, ce qui est proposé, c'est une participation de la commune de 20 € par agent. C'est ce qui avait été proposé pour la complémentaire, pour la prévoyance. Et c'est aussi la proposition qu'a faite la commission des finances la semaine dernière. Alors, ce n'est pas obligatoire cette année, ça le sera à partir du 1er janvier 2026. Mais voilà, comme c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour les agents, ben, on est aussi autorisé à le faire à un an. Très bien. Très bien pour les 20 € aussi, sachant qu'il y a un minimum pour le risque santé, c'est 15 €. Donc on va un peu au-dessus, puis on se cale à la prévalence. Très bien. Et le dernier point, pour demande aussi de complément de subvention pour l'association à hangar sur les nuages. Tout le monde connaît l'association à hangar sur les nuages qui propose des spectacles d'été à Quilly, sur la zone de Beaubuet. Ils avaient fait une demande initiale de 2 500 € au mois de juin. On leur avait attribué 2 000 €. Sachant qu'on leur a dit aussi que s'il y avait un besoin, on pourrait revenir dessus au mois de septembre ou octobre. On les a rencontrés il y a quelques semaines, ils ont eu des coûts supplémentaires, notamment pour le compteur d'eau, d'électricité. Voilà, donc ils venaient en plus des charges, et donc ils nous ont demandé s'il était possible de leur attribuer les 500 € qu'ils avaient demandé. Au mois de juin. Oui. Oui. Bon. Allez, vote. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions pour attribuer les 500 € qui étaient demandés aussi par l'hangar sur les nuages? Des oppositions? Non. Donc, merci pour eux. Eh bien, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des informations et des questions diverses? Moi, j'en ai une concernant le prochain conseil municipal, parce que comme on avait décalé celui-là, on va décaler un petit peu le prochain. On l'avait mis le 13 novembre. Et donc, on propose de le faire le 20 novembre, de le décaler d'une semaine. Et donc, pour les adjoints, parce que certains n'étaient pas là à la dernière réunion d'adjoints, on décalerait aussi la réunion d'adjoints qui était prévue le 5 novembre pour la mettre du coup le 13 novembre. Donc, le prochain conseil municipal serait le 20 novembre. Est-ce que vous avez des choses à dire? Juste par rapport aux travaux, le local technique est fini. Les employés ont pas pu l'utiliser. Voilà, c'est simplement. Depuis, ça faisait assez longtemps que c'était en chantier. C'est vrai. Alors, un grand plaisir. Alors, non, Je voulais parler de problème de la piste cyclable. Là. Ça fait 2 ou 3 fois que je vois des cyclistes qui descendent sur la voie, l'autre côté nous sommes sur la voie des véhicules. Quoi. Et c'est très dangereux parce que la ligne continue, c'est pas large du tout. Et je vois les voitures qui font 1,50 m sur l'autre voie pour doubler les cyclistes. Parce que quand on arrive dans le virage, le panneau, on ne le voit pas bien parce qu'il y a des branches devant. Et je pense que c'est une question de visibilité. Bon. Et moi j'ai regardé aussi comment ça se fait qu'ils passent à côté. Et apparemment, il faudrait élaguer les arbres juste avant le virage. Non mais ouais, j'imagine un accident sur un truc comme ça, qui a tort, qui a raison, ça poserait un sacré problème, hein, parce que avec la ligne continue, les gens ils déboîtent hein, pour les doubler. Quoi. On va voir ça. Hein. Ouais. C'est hyper compliqué au niveau de l'assurance. Cette semaine, il y a un dispositif argent de poche qui est en cours aussi, hein, juste pour cette semaine. Hein.
autre chose. Non. Il y a eu pas mal de choses déjà. Bon, bah, on va peut-être le clôturer.